Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. Vous le savez, la dernière fois, j'ai parlé d'étapes bien précises pour vider votre boîte courriel, pour se désencombrer de sa boîte courriel. Et pour faire suite à ce premier épisode de podcast-là que je vous avais partagé, j'ai décidé aujourd'hui de vous poser une première question. Alors, je commence le podcast tout de suite de la façon suivante. Cette semaine, combien de courriels avez-vous reçus et que vous n'aviez aucune idée de quoi faire avec ce courriel-là? Est-ce que vous deviez le classer? Est-ce qu'on devait y répondre? Dans combien de temps on devait y répondre? Alors, je vous pose la question, de votre côté, combien de courriels vous avez reçus cette semaine que vous n'aviez pas du tout rapport dans cette conversation-là ou dans ce projet-là, mais parce que vous faites partie d'une grande organisation, vous avez été mis en copie conforme. Mon objectif, c'est que d'ici la fin du podcast, je vous partage justement 6 étapes très claires, très précises à travers lesquelles vous allez passer, incluant une petite checklist qui vont vous permettre justement de ne pas vous retrouver parmi ces 80% de messages-là qu'on reçoit qui ne sont pas clairs. Okay? Je veux justement vous permettre d'avoir plus de clarté. Et quand on parle de plus de clarté, je vais vous permettre de passer également à l'action. Je fais un petit parallèle avec la méthode 48 heures. Vous le savez, la méthode 48 heures, c'est un sablier qui se divise en 2 sections. La première section, c'est votre système de défense, la section du bas. Et la section du haut, c'est votre système d'attaque. Et dans le système d'attaque, on va le diviser en 2 sections. La section qui est pour le planifier et la section qui est pour l'exécuter. Alors aujourd'hui, ce que je vous partage, c'est directement en lien avec l'exécution. Comment on fait pour envoyer un bon courriel? Et on va s'assurer d'avoir une réponse à ce courriel-là parce qu'on va être clair, précis et concis. Alors restez avec moi, Isaac Martin, la méthode 48 heures, et je vous partagerai dans quelques instants. Alors, l'introduction était peut-être un peu longue, mais c'était important pour moi parce que dernièrement, j'avais la chance justement d'être accueilli chez 2 de mes amis. Et une de mes amies fait partie d'une grande organisation qui est reconnue mondialement. Et elle me faisait part de ce constat-là, qu'elle était constamment bombardée de courriels à tous les jours, mais ne sachant pas quoi faire avec ce courriel-là. Est-ce qu'elle doit le supprimer? Est-ce qu'elle doit le classer? Vous le savez, je vous ai partagé des catégories dans lesquelles vous faites classer vos courriels, faire le ménage à vos boîtes courriels à tous les jours, vous assurer d'être on point, comme on peut dire. Et je lui pose la question, mais comment tu adresses la situation, justement, aux personnes qui te mettent en copie conforme sur ces courriels-là, auxquels tu n'as absolument rien à faire, tu n'as pas de réponse à donner ou quoi que ce soit, et voire même, c'est pas nécessaire que tu sois informé de ça. Ça t'éloigne des projets que tu as à faire et ça t'éloigne de l'objectif qu'on t'a donné pour la semaine. Puis, il n'y avait pas de réponse. Alors, je vous challenge cette semaine, justement, à regarder de votre côté combien de courriels vous pourriez éliminer à ne pas être joint en copie conforme ou en copie conforme invisible sur, justement, ces multitudes de courriels-là. Je commence tout de suite avec la première partie. Je veux qu'on soit capable ensemble d'identifier comment on fait pour choisir un bon titre. Comment donner le bon titre à notre courriel. Je veux qu'on soit capable de construire un corps de message qui est clair, précis et concis pour que la lecture d'un courriel se fasse de façon rapide. Je veux également qu'on parle de sélectionner le bon destinataire. Puis finalement, je vais vous partager d'ici la fin du podcast également des situations où on ne devrait jamais utiliser le courriel. Je commence avec le titre ou l'objet de votre courriel. Il y a un acronyme que je vais vous partager, mais le premier point, c'est qu'on commence avec la référence. Vous devriez toujours inclure une référence dans le titre de votre courriel. Pourquoi? Parce que la personne à qui vous allez l'envoyer doit nécessairement savoir de quoi on parle. À quoi tu fais référence? On a une multitude de projets, puis je vous donne un exemple parce que je l'ai vu quand je travaillais dans le domaine de la construction, quand j'avais mon entreprise de construction. Suivi d'un courriel, et c'était écrit « Soumission projet Tremblay ». Je ne sais pas si vous savez combien de personnes portent le nom de famille Tremblay au Québec, mais il y en a beaucoup. Alors, si j'ai juste projet Tremblay, ça ne fonctionne pas. Suivi projet Tremblay, OK, mais de quel Tremblay on parle? Est-ce qu'on parle du projet qui est actuel? Est-ce qu'on parle du projet qui est futur? Donc, savoir justement ajouter un numéro de projet, ce qu'on appelle un PO. Et ça va différer d'industrie à une autre, mais
attribuer un code à l'interne, justement, avec le nom du client ou l'année s'il y a une récurrence à travers le temps. Je vais vous donner des exemples vraiment concrets pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça doit donner comme résultat. Première règle, toujours utiliser une référence pour un projet ou pour un client. Règle numéro 2, la nature du courriel. Okay, soyez clair. Écrivez clairement approbation, suivi, information, question, peu importe c'est quoi. Assurez-vous que dans le titre, on soit en mesure de savoir à quoi on va s'attendre de toi dans le courriel. Ensuite de ça, règle numéro 3, on va parler de priorité / délai. Nombre de fois, je reçois un courriel et vous le savez, dans la méthodologie que je vous ai partagée pour désencombrer votre boîte courriel, j'ai toujours 2 sections. La section qui est à classer, puis la section qui est to reply ou à répondre. Mais dans la section qui est à classer, quand j'ai pas de délai dans le titre, qu'est-ce qui me fait savoir que c'est quelque chose qui est urgent, quelque chose qui est important, quelque chose qui doit être réglé dans les 24 heures, sinon il y a une conséquence qui est opérationnelle ou financière sur mon entreprise ou sur l'entreprise du client qu'on dessert actuellement. Alors, assurez-vous, les numéros 3, d'avoir une priorité ou un délai directement dans votre site. Je vous donne un exemple à l'interne. PO 3453, client Tremblay. Good. Je sais que j'ai mon client Tremblay, M. Tremblay, comme on parlait tantôt, mais que j'ai une référence aussi sur son projet, le 3453 qu'on a donné comme nomenclature à l'interne. Et puis, finalement, PO 3453, client Tremblay, approbation de devis. Good, approbation de devis. Maintenant, c'est quoi ma priorité? Et là, je vous invite à avoir une codification à l'interne dans votre entreprise ou justement avec vos collègues. Vous pouvez prendre le temps de vous asseoir et dire « Hey, tu sais quoi? Quand on va mettre un -1, ça veut dire que dans un délai de 24 heures, ça doit être répondu. Quand on va mettre un -2, dans un délai de 72 heures, ça doit être répondu. Quand il n'y aura pas de chiffre -1 ou -2, on va écrire la date butoir à laquelle on doit avoir obtenu justement une réponse. » Dans mon cas, avec l'exemple que je vous donnais, PO 3453, client Tremblay, approbation de devis, en parenthèse -1. Je sais donc que j'ai une approbation de devis à faire pour le client Tremblay qui doit être fait d'ici 24 heures. Sinon, il va y avoir une conséquence sur les opérations ou une conséquence financière. Ça, c'est pour les collaborations à l'interne. Évidemment, pour les collaborations à l'externe, je vous invite à avoir la même rigueur. Règle numéro 1, un sujet qui est clair. Ayez un sujet qui est clair. Sinon, on ne sait pas à quoi s'attendre de vous ou en fait du courriel que vous venez d'envoyer, que je viens de recevoir. 2, un repère explicite. C'est un projet? Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est peu importe quoi? Ou le nom de votre entreprise? C'est la première fois que vous communiquez avec quelqu'un, peut-être que vous allez tomber dans ces indésirables. Alors assurez-vous d'avoir un repère qui est explicite et puis finalement, assurez-vous d'avoir une échéance qui est lisible. Et quand je parle d'une échéance qui est lisible, quand on parle de communication qui est à l'externe, les autres, ils ne savent pas, -1, ça veut dire quoi? -2 non plus, ils ne savent pas, ça veut dire quoi? Alors, soyez clair dans vos communications à l'externe. Je vous donne un exemple. Proposition de service, projet résidentiel Tremblay, réponse d'ici le 20/10/2025. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça, mais le titre de notre courriel est clair. Alors, partie numéro 1, vous assurez d'avoir un titre qui est clair. Partie numéro 2, on tombe dans le corps du message. Quand on parle du corps du message, on veut éviter à tout prix une interprétation possible de la part du lecteur. Je ne veux pas que la personne qui lise mon courriel soit justement capable d'interpréter d'une façon ou d'une autre. Je veux que ce soit clair ce que je lui dis. Alors, je vous donne 4 étapes à travers lesquelles vous devriez passer pour cadrer votre message. L'étape numéro 1, c'est l'annonce dès la première phrase de votre message. Exemple, pour information uniquement, aucune attente ou aucune action attendue. Hey! À quel point vous sauveriez du temps si vous receviez justement un courriel qui est écrit ça dedans? Pour information seulement, aucune action attendue de votre part. Wow! Hey, merci, bonsoir. Je vais peut-être le lire en diagonale, mais au moins je sais que je n'aurai pas un délai auquel on s'attend de moi de répondre à ce courriel-là. Ou justement, peut-être que j'ai une action requise. Donc, validation avant vendredi. Votre étape numéro 2, c'est d'avoir un paragraphe pour une idée. OK? Une idée par paragraphe. S'il vous plaît, donnez-vous de l'espace. Vous savez, ce courriel qu'on reçoit qui est long, qui est extrêmement long et qui est tout collé, qui n'a pas d'espace, qui n'a pas de majuscule, qui n'a pas de caractère gras.
On dirait que quelqu'un a oublié de passer le mémo. On ne veut pas être là. Séparez vos paragraphes et donnez une idée par paragraphe de sorte que ce soit clair. Soit dit en passant, un paragraphe, ça devrait être court, hein? 2 à 3 ou même 4 paragraphes maximum par courriel, mais allez pas plus que ça. Puis 2 ou 3 phrases maximum par paragraphe. Gardez ça simple, gardez ça épuré. Sinon, prenez le téléphone et appelez, ça va être beaucoup plus simple. Étape numéro 1, annoncez le but de la première phrase. Étape numéro 2, un paragraphe, une idée. Étape numéro 3, mots-clés mis en valeur, qui est en caractère gras. Vous savez, là, commande B sur votre clavier, qui est pour le commande bold, pour mettre en caractère gras, je vous invite à l'utiliser. Ça permet à l'oral, justement, de placer les mots-clés en début de phrase pour guider l'œil lors de la lecture. Je commence à lire mon courriel. Comme je vous l'ai dit, c'est un courriel qui est jam-pack, tout ensemble, pas de paragraphe, rien. Mais j'ai des mots-clés dans mon paragraphe. Déjà là, ça va faire une différence. Je sais qu'est-ce qui va être attendu. Alors, utilisez justement les mots en caractère gras pour mettre l'accent sur ce qui est important. Finalement, étape numéro 4, indiquer une action qui est attendue avec un résumé qui est clair. OK, donc écrivez noir sur blanc, là, qui fait quoi pour quand. Je vais le répéter, qui fait quoi pour quand. Nombre de fois. On reçoit des courriels, on ne sait pas quoi faire. Non seulement on ne sait pas quoi faire, mais on ne sait pas c'est pour quand non plus. Alors, si de votre côté, vous commencez à le faire et vous mettez en place cette habitude-là, je vous le dis, vous allez voir un changement pour les personnes qui vont vous répondre et vont commencer à adapter le même style d'écriture que vous avez. Donc, si vous mettez à la fin de votre paragraphe, ou à la fin de votre courriel plutôt, pardon, justement, qui fait quoi pour quand, avec 3 ou 4 points bullet, pour récapituler les points qui sont clés, vous allez avoir un point tournant dans la façon dont les gens vont répondre à vos courriels. Évidemment, il y a une mini checklist de remise en question avant d'envoyer le courriel. Hein. On veut s'assurer que ce soit lisible en moins de 30 secondes parce que sinon, comme je vous le dis, vous devriez prendre le téléphone et appeler. On veut éviter les ambiguïtés. On ne veut pas de zone floue. On veut avoir des actions claires, comme je vous l'ai dit, qui fait quoi pour quand. Et puis, on veut s'assurer que le canal de communication, c'est le bon. Okay, fait que là, on a parlé du titre, on a parlé du corps du message. Maintenant, il nous reste à déterminer à qui je l'envoie. Donc, la règle d'or, quand on envoie un courriel, c'est que chaque destinataire doit avoir une raison claire de recevoir ce message-là. Si vous envoyez un courriel et que dans le courriel, vous mettez toute l'équipe, hein, tout le monde, let's go, le directeur, l'adjointe administrative, vous mettez le gars des ventes, la personne au marketing, le gars qui s'occupe des projets, en copie-collé, en copie conforme, je devrais dire plutôt, pardon. Mais posez-vous la question, à quel point vous êtes en train de participer à l'hémorragie du courriel, à ce flot constant qui rentre dans votre boîte courriel ou dans la boîte courriel de vos collègues. Fait que je le répète, chaque destinataire doit avoir une raison claire de recevoir ce message-là. La section qui est à, à qui je l'envoie, c'est les personnes qui doivent agir directement concernées. Quand j'envoie un courriel pour une demande d'approbation, la personne à qui je l'envoie, c'est la personne qui peut approuver. Quand j'envoie pour une demande de révision, j'envoie à la personne qui peut réviser. Maintenant, les personnes qui doivent être mises au courant seulement, c'est à eux qu'on va envoyer la copie conforme. C'est les personnes qui n'ont pas d'action à entreprendre en lien avec le courriel. Et donc, la copie conforme, ça sert à ça. J'ai aucune action que j'attends de leur part. Puis finalement, le champ de copie conforme est visible. Moi, je vous invite à éviter ça parce que ça peut créer une source de méfiance. Puis en réalité, vous ne devriez rien avoir à cacher. Et si vous avez un conflit, le conflit ne devrait jamais être réglé par courriel. Okay? Fait que filtrer en 3 questions, évidemment. Est-ce que cette personne-là est impliquée dans l'action? La personne à qui j'envoie le courriel, est-ce qu'elle est impliquée dans l'action? Est-ce qu'elle doit être mise au courant de par son rôle? Si la réponse c'est oui, on met ça dans la copie conforme. Puis si elle ne reçoit pas ce courriel-là, si la personne ne reçoit pas ce courriel-là, est-ce qu'il y a un risque opérationnel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut justement nous retarder dans nos projets?
Si la réponse c'est non, à chacune de ces étapes-là, eh bien, la personne ne devrait pas être mise dans le courriel. OK, fait que je vais répéter les 3 questions, là. Fait que si la personne n'est pas impliquée dans l'action, elle ne devrait pas être mise dans le courriel. Si la personne ne doit pas être mise au courant de par le rôle qu'elle joue dans l'entreprise, elle ne devrait pas être mise dans le courriel. Puis si justement, elle ne reçoit pas ce courriel-là, si elle ne reçoit pas le courriel, il va y avoir un risque pour les opérations. Si la réponse c'est non, ben, elle ne devrait pas être mise dans le courriel. Super simple, mais ces 3 questions-là vont vous permettre de filtrer à qui vous l'envoyez. Juste avant qu'on se quitte, j'aborde un dernier sujet qui est quand même assez sensible. Quand on envoie un courriel, ça devrait être des informations qui sont factuelles ou des objections. Mais pas des objections, pardon, des objectifs. Je veux envoyer un courriel parce que justement, j'ai un rapport à donner, j'ai des documents à envoyer, j'ai des confirmations à recevoir. Je veux avoir un document, un suivi qui est documenté après les conversations. Hein. Je veux pas que ça se perde dans les oubliettes. Je veux avoir une coordination qui est simple et une traçabilité. C'est pour ça qu'on utilise nos courriels. Ce qui est à ne jamais faire par courriel. Et là, je prends le temps de ralentir mon débit. Tout ce qui est en lien avec les conflits, les désaccords, les sujets sensibles. Alors, des fois, on reçoit un courriel. J'ai pas aimé ça. T'as dit tel commentaire dans telle réunion. Je te demanderais de pas recommencer. Ouh, attends un peu. Donc, le feedback critique également, à forte charge émotionnelle, ne devrait jamais être fait par courriel. On devrait toujours prendre le temps de rencontrer notre collègue, notre employé, notre associé et régler les choses de vive voix. Soit dit en passant, on avait fait un podcast, Patrice et moi, sur les règles de vie. Patrice l'avait mis même dans une de ses règles de vie de ne jamais régler un conflit par courriel, mais toujours, justement, face à face, en personne, ou au minimum au téléphone. Okay? Donc, les négociations non plus ne devraient pas être faites par courriel. Je vais avoir une augmentation de salaire. Ben, faites pas ça par courriel. Vous allez négocier, vous allez justement aller voir votre patron ou négocier à la baisse. Votre employé, non, vous ne pouvez pas négocier à la baisse, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça devrait être des discussions qui se font de vive voix ou justement finalement des décisions qui sont stratégiques et qui peuvent être ambiguës. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles on ne devrait jamais faire ça par courriel. Je suis un gars qui adore les statistiques. Puis, vous le savez, hein, la fameuse règle du 7%, 38%, 55%, c'est le 7% qui est l'écrit. Puis, j'ai pas été très clair, mais grosso modo, c'est que 100% de la communication est divisée en 3 sections. 7%, c'est l'écriture. 38%, c'est le paralinguistique, l'intonation que j'ai dans ma voix, le débit, la force. Hein, si je commence à crier, vous allez vous dire clairement, il y a quelque chose qui va pas bien chez Isaac aujourd'hui. Mais si je vous dis ça en riant, est-ce que tu es content aujourd'hui? Ah oui, oui, je suis vraiment super content. Versus, ben oui, je suis vraiment super content aujourd'hui, c'est une super belle journée. Donc, le paralinguistique, l'intonation dans notre voix et tout ça. Puis finalement, le dernier 55%, c'est le non-verbal. On parle à quelqu'un, il s'assoit, il a les bras croisés, il se recale dans sa chaise. Clairement, le canal de communication n'est pas bon, le courant passe pas entre vous deux. Il y a quelque chose qu'on doit adresser, qui fait partie justement du 55%. Alors, pour éviter pas ces corrélations-là, mais ces confrontations-là ou ces ambiguïtés-là, quand j'envoie un courriel, il faut que je me dise que j'ai 93% de la communication qui est manquante parce que j'ai juste l'écrit. Je vous donne un exemple vraiment concret. Je vous donne un exemple concret de ce à quoi pourrait ressembler un courriel une fois qu'on va l'avoir écrit et qu'on va avoir choisi justement le destinataire, qu'on va avoir choisi le titre, qu'on va avoir écrit notre cadre de message. Puis, je vais vous permettre justement de le distinguer. Fait que l'objet, c'est une communication qui est à l'interne. PO 3453, client Tremblay, approbation de vie, -1. Hey, je sais c'est quoi. Et là, hein, je vous en avais parlé, ma référence, elle est là. Je tombe dans le corps de mon message. Bonjour Marie. Je commence avec le but du message, qui est mon action qui est requise. J'ai besoin de ton approbation sur le devis 3453 pour le client Tremblay. Hey, c'est pas assez clair, ça, rien qu'un peu. Idée numéro 1, que je vous l'ai dit, une idée par paragraphe.
On a terminé la révision du devis en intégrant les ajustements demandés hier. Poste main-d'œuvre et délai d'approvisionnement. Document devis 3453 V3 PDF et joint à ce courriel. Good. Déjà là, j'ai le contexte. Je comprends de quoi ça parle. Idée numéro 2, mes points à valider. Montant total après ajustement, 38 250 avant taxes, échéancier de livraison des matériaux, semaine du 18 novembre, début des travaux le 25 novembre. Parfait. Clause pénalité, maintien de la clause standard, 1% par semaine, retard imputable au fournisseur. OK, fait que là, idée numéro 1, j'avais mon contexte. Idée numéro 2, j'ai les points qui sont à valider. Idée numéro 3, les risques / les dépendances. Le délai d'approvisionnement pour les poutrelles peut varier plus ou moins 5 jours selon le fournisseur. Si l'approbation est donnée après vendredi, la date de début pourrait glisser dans la semaine du 2 décembre. Parfait. Maintenant, à quoi tu t'attends de moi? Si j'avais arrêté mon message là, tu veux que je fasse quoi avec ça? Donc là, je passe dans les actions qui sont attendues. Peux-tu approuver le devis d'ici vendredi 17h afin qu'on puisse confirmer les commandes? Si tu refuses ou si tu souhaites un ajustement, merci de répondre en précisant 1. L'élément à modifier, 2. Le montant cible, 3. La date souhaitée. Résumé clair, approbation demandée sur devis 3453, V3, montant 38 250, début du travaux 25 novembre, risque approvisionnement plus ou moins 5 jours, retour attendu vendredi 17h. Merci et vous signez avec votre nom. Je souhaiterais recevoir des messages clairs comme celui-là. Je sais de quoi ça parle, je sais à qui ça s'adresse. Mais là, finalement, il nous reste le destinataire. Fait que dans ce cas-là, le destinataire, bien évidemment, à qui je m'adresse, c'est à Marie. Donc, elle va être mise en premier. Hein, à qui je l'envoie, c'est Marie. Copie conforme, je le mets pour Paul. Parce que Paul doit être tenu au courant de tout ce qui se passe dans ce dossier-là. Donc, c'est le chef de projet pour les suivis. Aucune action requise de la part de Paul. Paul est en copie conforme. Copie conforme invisible, j'en ai pas. Je tiens ça loin. Donc, je garde ça, justement, short and sweet. Je vous fais un résumé de tout ce qu'on vient de voir. Avant d'envoyer, là, vous devriez faire votre checklist, ça prend 10 secondes. Fait que mon titre avec le RNP, OK, référence nature priorité, donc RNP, là, référence nature priorité. Mon but, en première phase, l'info ou l'action que je m'attends de la personne, paragraphe, j'ai une idée par paragraphe, l'action qui est attendue claire avec une échéance, est-ce que j'ai résumé en 3-4 puces, est-ce que le bon canal est choisi, hein, je vous le rappelle, si c'est pour un conflit ou des choses comme ça, on évite le courriel, finalement, le destinataire, est-ce qu'il a été filtré? Le A, c'est pour une action, le copie conforme, c'est pour l'info, le copie conforme invisible, c'est exceptionnel, moi je vous dis, tenez-vous loin de ça. Cette semaine, je vous lance un défi. Évidemment, en début de podcast, je vous ai dit, essayez de prendre conscience des courriels auxquels vous êtes joints et que vous n'avez pas du tout rapport dedans. Mais le défi que je vous donne, c'est d'écrire cette semaine en utilisant ça. Fait que votre titre avec le RNP, le corps du message en 4 étapes, filtrez vos destinataires, puis surtout, choisissez le bon canal. Dans le prochain épisode de podcast que je vais aborder avec vous, je vais parler justement de communication difficile. Comment on aborde une communication difficile et comment on donne, mais comment on veut recevoir également un feedback qui est constructif. Alors encore une fois, je vous invite à aimer, à partager. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. Vous le savez, notre objectif, c'est d'être votre partenaire de succès pour votre vie personnelle et professionnelle. Et si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire à isaac@48heuresparjour.com ou à patrice@48heuresparjour.com. Ça nous fait plaisir de vous accompagner. Comme vous le savez, on a des formations qui sont données sur le site Internet pour vous permettre justement de désencombrer votre boîte courriel, savoir comment écrire justement un message clair, une formation sur Agenda Outlook, Google Agenda, bref, une multitude d'outils pour vous accompagner dans votre succès. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une super belle journée. Bye bye!